Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mon cher Thierry, le professeur Thierry Lava-Bertrand, qui est l'un des grands experts de l'histoire de la médecine, va nous parler de l'histoire de la faculté de médecine. Alors, introduire un colloque sur la chirurgie par l'histoire de la médecine, eh bien, ça n'a rien d'original. Vous verrez tout à l'heure quelques explications. Merci Michel. Donc, je ne dis pas Monsieur le Président qui est parti, mais enfin Monsieur le Doyen, Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs. Mon exposé est évidemment difficile à placer puisque Michel Chammas, après, va vous faire un panorama de l'histoire de la chirurgie montpelliéraine. Mais nous célébrons les 800 ans de l'Université de médecine de Montpellier et il faut bien préciser les termes parce qu'il y a quand même certaines ambiguïtés. Alors, bien sûr, il y a à Montpellier, dès le XIIe siècle probablement, peut-être même un petit peu avant, c'est-à-dire dès les premières époques de la ville, parce que Montpellier n'est pas une ville extrêmement ancienne si on la compare à Nîmes ou à Béziers. Eh bien, il y a une école de médecine, comme il y en avait une plus ancienne à Salerne. Mais qu'est-ce que c'est qu'une école de médecine à l'époque? Eh bien, ce sont des professeurs, des maîtres, qui ont leurs élèves, qui ont leurs patients, et qui sont indépendants les uns des autres. Mais il n'y a pas de reconnaissance officielle, et de fait, à Montpellier, on va retrouver, comme d'ailleurs dans l'esprit de l'école de Salerne, la convergence, la coexistence, et on peut même dire l'interaction très positive des médecins juifs, chrétiens et arabes qui donnent très vite à Montpellier donc une renommée. Et cette renommée, le seigneur de Montpellier, Guillaume VIII, va en 1180 la favoriser encore plus par un édit qui accorde à tous le droit de venir enseigner et pratiquer la médecine à Montpellier, et ceci dans un but évidemment d'accroître la population médicale de la ville. Mais ce que nous fêtons, c'est le 800e anniversaire de l'Université de médecine, le 17 août 1220. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, nous sommes à l'époque où l'on voit émerger le concept que l'on peut dire moderne d'université, c'est-à-dire d'une institution reconnue par les autorités publiques, qui a un monopole d'enseignement et qui délivre donc des diplômes qui sont reconnus et qui donnent donc une certaine garantie à la fois de qualité et, pour la médecine notamment, d'exercice sans concurrence déloyale. Alors cette création se fait comme souvent les universités, ces toutes premières universités de l'époque, l'université de Paris, majoritairement théologique et juridique, est fondée en 1215. Et donc en 1220, le légat du pape en Languedoc, le cardinal Conrad, dont vous avez ici le sceau, va délivrer les premiers statuts de l'université, reconnaissant donc une entité qu'il appelle Universitas Medicorum, l'université des médecins, tant maîtres qu'étudiants, et la dotant de privilèges et l'organisant avec des statuts, avec un chancelier, avec un doyen, etc. Et constituant donc la première reconnaissance officielle de la médecine en tant que discipline universitaire. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails du contexte culturel de l'époque, mais c'est une consécration donc de la médecine en tant que discipline universitaire pour la première fois. Et cette université de médecine a la caractéristique d'être monothématique, ou du moins centré uniquement sur la médecine. Pas vraiment monothématique parce que justement, cette communauté va devenir un point d'attraction qui fait que vont s'intéresser, vont s'intégrer à cette école tous ceux qui, de près ou de loin, vont s'intéresser à l'homme au sens le plus large du terme, et on verra la déclinaison qu'il y en aura au cours des siècles. Alors la pratique médicale à l'époque, elle vous est symbolisée sur cette miniature extraite d'un manuscrit de Guy de Chauliac, mais qui vous
symbolise un petit peu la pratique de l'époque, en sachant qu'au départ, il n'y a pas de local spécifique et que les maîtres enseignent à domicile ou au chevet des malades et que les actes publics se déroulent soit dans les églises, soit, comme dans ce tableau qui se trouve dans le hall et qui est du 19e siècle, qui est une reconstitution bien sûr a posteriori, soit au domicile montpelliérain de l'évêque qui a autorité à Montpellier, qui est l'évêque de Maguelone, et les statuts du cardinal Conrad plaçaient cette université de médecine sous l'autorité de l'évêque de Maguelone, représentant donc du pape. En même temps, se développent des hôpitaux et on ne peut pas oublier notamment l'hôpital du Saint-Esprit qui a disparu lors des guerres de religion, mais qui a été la tête de pont, si l'on peut dire, d'un ordre religieux qui s'est répandu dans tout l'Occident chrétien et notamment à Rome. L'hôpital du Saint-Esprit procède directement de cet hôpital qui avait été fondé par Guy de Montpellier, qui était un des frères d'un des Guiens, seigneur de Montpellier. Alors évidemment, je ne vais pas vous citer tous les chirurgiens qu'il y a eu, et on va en reparler. On ne peut pas oublier non plus les noms illustres de la médecine du Moyen-Âge, avec Arnaud de Villeneuve, qui a quand même été l'un des plus grands maîtres médicaux du Moyen-Âge et qui a passé plusieurs années ici à enseigner et à écrire. Également, de Guy de Chauliac, qui est l'expression même de la chirurgie telle qu'on la concevait en ce Moyen-Âge tardif, XIVe siècle, c'est-à-dire une chirurgie qui reste encore extrêmement médicale. Le divorce se produisant par la suite, comme vous le savez, et heureusement, divorce, on peut dire, résolu par la Péronie, on en reparlera dans un instant. Alors Guy de Chauliac va être un de ceux, et l'époque de Guy de Chauliac va être une de celles où la pratique de l'anatomie commence à se répandre, bien sûr initialement en Italie, mais très vite ici également, avec une dissection qui n'est pas très fréquente au départ, une fois tous les 2 ans, puis qui s'accélère, et qui va faire la charnière finalement entre le Moyen-Âge et la Renaissance, c'est-à-dire le moment où on va mieux connaître les anciens, mais on va se rendre compte aussi par la pratique que ce qu'il y a dans les livres des anciens ne correspond pas toujours et de loin à la réalité. Vous avez ici une autre illustration d'un manuscrit de Guy de Chauliac, de la grande chirurgie de Guy de Chauliac, qui représente une dissection ou plus vraisemblablement autopsie, avec le maître et sa baguette et son livre, et avec le dialogue qu'il y a entre le livre et ce qui est vu. Alors je vous ai dit qu'au départ, il n'y a pas de local propre, c'est à la fin du XVe siècle que l'université va acquérir un local spécifique. Vous le voyez, très modeste, c'est une représentation du XVIIe siècle, un petit bâtiment situé, pour ceux qui connaissent Montpellier, donc un peu au voisinage, à l'emplacement actuel de la Panacée, c'est-à-dire en haut, grosso modo, de la rue de l'université actuelle, proche de l'église Saint-Matthieu, mais des locaux qui vont être les siens jusqu'à la Révolution, parce que jusqu'à la Révolution, l'université va garder son autonomie, et son autonomie sous le nom d'université de médecine, même s'il y a eu des appellations concurrentes, mais les médecins vont rester autonomes jusqu'à la Révolution, alors qu'en 1289, le pape Nicolas IV avait essayé de fusionner tous les enseignements universitaires de l'époque, mais on sait que les fusions universitaires sont quelquefois complexes, et à Montpellier en tout cas, les médecins ont préféré jusqu'à la Révolution rester de leur côté. Alors on arrive à la Renaissance, et la Renaissance, bien sûr, c'est la coexistence, et on peut dire aussi le dialogue entre 2 traditions. D'une part, le retour à l'Antiquité, et qui est symbolisé, bien sûr, ici, par le nom de Rabelais, qui vient s'inscrire en 1530, alors qu'il a déjà 36 ans au moins, et qu'il a eu un parcours assez tumultueux, vraisemblablement, pour quelqu'un qui était quand même un clerc et un prêtre. Et la deuxième tradition, qui est celle des sciences naturalistes, avec Rondelet, son grand ami, qui est lui aussi féru, bien sûr, d'antiquité, mais aussi de sciences naturelles, d'anatomie, puisqu'il disséquera même l'une de ses épouses, et certains de ses collègues, et également le placenta de ses jumeaux, dont vous voyez sa passion de l'anatomie, passion aussi de la botanique, de la zoologie. Et cette insertion des sciences naturelles dans l'école est bien la marque, la première vraie marque
de l'universalité de la conception médicale qui a prévalu au cours des temps à Montpellier. Et notamment avec la place de la botanique. Vous avez ici le portrait de Pierre Richer de Belleval, qui va obtenir d'Henri IV en 1593 la fondation du Jardin des plantes de Montpellier, plus ancien jardin botanique officiel de France, là aussi précédé par des jardins italiens, tels que celui de Padoue, bien sûr, mais qui va être un lieu d'enseignement pour les étudiants, d'enseignement pour également le public, et qui sera un lieu où vont se dérouler un certain nombre de découvertes essentielles et de progrès essentiels en botanique, avec notamment ce Pierre Magnol qui a donné son nom au Magnolia et qui enseigne la médecine au XVIIe siècle, mais qui en même temps est tellement passionné de botanique qu'il gère le jardin pendant quelque temps et qu'il va y être un des acteurs du progrès de la classification botanique, avec notamment l'introduction de la notion de famille de plantes qu'on lui doit. Alors bien sûr, si on déroule rapidement, bien sûr, le fil du temps, eh bien on tombe sur la Peyronie. La Peyronie, vous lui devez beaucoup, puisque vous lui devez votre existence. C'est lui qui va obtenir, en tant que premier chirurgien de Louis XV, la fondation de l'Académie de chirurgie et des collèges royaux de chirurgie, c'est-à-dire la réintégration finalement de la chirurgie en tant que vraie discipline universitaire. On vous en parlera par ailleurs, je ne m'étends pas. On est au XVIIIe, on peut parler aussi de Boissier de Sauvage, qui est l'un des fondateurs, non seulement un botaniste de grande qualité, mais aussi un des fondateurs de la nosologie. Et il voudra classer les maladies comme l'on classe les plantes. Et ce concept, évidemment, va avoir une fécondité jusqu'au XVIIIe siècle. Et ce XVIIIe siècle va se terminer par un nom qui est resté important, très important à Montpellier, puisque c'est celui de Barthès que vous avez vu en arrivant ici sur votre droite, c'est la statue de droite alors que la Peyronie est à gauche, eh bien Barthès qui va être l'un des principaux théoriciens du vitalisme. Alors ce mot, bien sûr, est aujourd'hui mal compris, mais ce vitalisme, c'est la préfiguration de la spécificité de la science du vivant, qui est une science authentique, mais une science qui n'est pas purement réductible à la physique et à la chimie. Et la place de Barthès, donc, dans la pensée montpelliéraine, a été importante, essentielle. Et dans le progrès même des sciences biologiques, le mot de biologie n'apparaît qu'au tout début du XIXe siècle, et ça a été aussi une étape importante. Alors à la Révolution, vous le savez, la Convention va faire table rase et notamment supprimer les universités, confisquer aussi bien sûr les biens du clergé, et j'en redirai un mot à propos de ces bâtiments. Et on va s'apercevoir très vite qu'il faut quand même un enseignement supérieur de médecine et de chirurgie, et non seulement pour être de l'enseignement, mais aussi pour former des médecins et des chirurgiens militaires, ce qui fait que le 14 Primeur 3, on va refonder 3 écoles de santé, Paris, Strasbourg et Montpellier, et le corps enseignant à Montpellier va être très proche de celui qu'il était sous l'Ancien Régime, ce qui nous vaut d'avoir gardé le costume traditionnel de l'Ancien Régime avec ce double camail que nous sommes les seuls à porter en France, et même au monde, on peut le dire. Et on va réinstaller, vous avez ici une vue de ce qu'était encore au tout début du XIXe siècle, les bâtiments de l'ancienne université de médecine. Et cette université de médecine, on va la localiser, cette école de santé, pardon, on va la localiser dans les locaux de l'ancien évêché, qui a été un couvent bénédictin d'abord, fondé par le pape Urbain V à la fin du XIVe siècle, enfin dans les années 1360-1370, qui ensuite est devenu le siège de l'évêché jusqu'à la Révolution, confisqué à la Révolution, et comme il n'avait plus d'usage religieux, confié donc à l'école de santé, qui va devenir faculté de médecine lorsque Napoléon fonde l'université impériale en 1808. Vous avez ici donc une vue du début du 19e avec la vue sur ce qui est aujourd'hui le boulevard Henri IV. Et évidemment, les bâtiments ont été encore un petit peu étendus et améliorés au milieu du XIXe siècle, notamment pour loger le conservatoire d'anatomie. Et il y a ce personnage, Chaptal, Jean-Antoine Chaptal, qui va jouer un rôle extrêmement important
dans l'école. Il est docteur de l'Ancien Régime, il est chimiste industriel, il est ministre de l'Intérieur sous le Consulat de 1800 à 1804 et il va faire notamment ici bâtir l'amphithéâtre où nous sommes et vous en avez sur la plaque de marbre située au-dessus la trace. Chaptal, nous lui devons énormément de choses. Et il y a aussi quelques autres noms de l'époque, on ne va pas vraiment détailler, mais des noms comme De Candolle, l'un des plus grands botanistes de l'histoire, qui va enseigner la botanique à Montpellier de 1808 à 1816. Et puis la pensée de Barthès qui va persister avec ce personnage que vous voyez ici très romantique, et puis ici un petit peu moins romantique quelques années plus tard, Jacques Lorda, qui meurt à 97 ans en 1870, mais qui va, tout au long du 19e, approfondir la pensée de Barthès. Alors bien sûr, en décalage par rapport à la médecine de l'époque, mais on le redécouvre aujourd'hui, notamment en tant que fondateur, l'un des fondateurs de la neuropsychologie cognitive, et sous ces aspects très traditionnel, si l'on peut dire, il a une pensée qui a vraiment marqué cette école. Et puis, à la fin du XIXe siècle, il y a un certain nombre de médecins qui vont chercher à concilier finalement cet enseignement traditionnel avec les découvertes du XIXe, et notamment le philosophe et médecin Joseph Grasset, que vous voyez ici. Et embraye là-dessus un certain nombre de découvertes de premier plan. Par exemple, Emmanuel Hédon, qui va friser la découverte de l'insuline, qui va frôler la découverte de l'insuline, et puis qui va être un des promoteurs et des inventeurs de la transfusion moderne, de la transfusion de sang citraté, qui au départ, et cela représenté ici, est un geste chirurgical, avec Jean Brault, son collègue, en train de réaliser donc l'une des premières transfusions au cours de la guerre de 14, avec les matériels que vous avez ici. Et puis, on pourrait citer la radiologie, un certain nombre de disciplines, mais on ne peut pas omettre aussi l'un des grands faits du XXe siècle, la découverte de l'activité hypoglycémiante des sulfamides, ou de certains sulfamides, découverte faite dans le service d'infectiologie du professeur Marcel Jambon et explorée et expliquée par le professeur Loubatière, que vous voyez également ici. Alors évidemment, je ne vais pas détailler tout ce qui s'est fait au cours du XXe siècle, ça ne mènerait trop loin. Juste un mot très rapide sur les éléments du patrimoine. Ce bâtiment, ici, et puis la salle du conseil, le bureau du doyen, la cour que vous avez vue, la salle des actes qui est ici, les manuscrits qui sont présents à la bibliothèque universitaire et qui ont été collectés grâce à Chaptal au tout début du XIXe siècle. Ces manuscrits, bien sûr, en partie chirurgicaux, mais également le musée Adger, collection de dessins qui ont été accueillis dans la faculté comme outil d'enseignement pour apprendre aux étudiants à observer et pas simplement à observer des académies. Vous avez ici un Fragonard, ici un Tiepolo. Le musée d'anatomie, qu'on ne peut pas vous montrer, mais qui vous est rapidement évoqué ici, dans son cadre 19e, dans sa muséographie 19e typique, le jardin des plantes, qui, je vous l'ai dit, est le plus ancien et qui est resté organiquement lié à la fac de médecine, puisque c'est toujours un médecin qui en est le directeur. Et tout ceci pour vous dire que tous ces progrès, au long des siècles, et en symbiose avec les cultures différentes des différentes époques, marquent bien finalement cet extrait de l'aphorisme d'Hippocrate que vous avez en entrant ici sur le cadran solaire, et Techné Macré, l'art est long. Je vous remercie de votre attention.